Introduction. Pourquoi on ne peut pas lâcher un bon livre ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on est les seuls êtres vivants sur Terre à poser la question « Pourquoi ?» Dans son livre « Curious », Ian Leslie nous montre à quel point ce désir de comprendre est essentiel à notre existence. Par exemple, les enfants entre 3 et 5 ans posent en moyenne, tenez-vous bien, 300 questions par jour. Ça en dit long sur la force de la curiosité, non ? Mais voilà, en grandissant, beaucoup d'entre nous perdent cette soif de savoir. On arrête de poser des questions, on se repose sur des idées qui sont déjà toutes faites et on passe en mode pilote automatique. Pourtant, si on veut vraiment réussir dans nos carrières, dans nos vies en général, personnelles, il faut garder cette curiosité vivante. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui alimente vraiment notre curiosité ? Et pourquoi c'est tellement important ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce Snap. Prêt à explorer ça avec nous ? Merci pour cette introduction et oui, on va tout de suite plonger dans le premier chapitre qui explore une idée clé. La curiosité vient des vides d'information. Et ces vides d'information, on veut les combler. C'est parti. Chapitre 1. La curiosité, c'est comme une énigme qu'on veut absolument résoudre. Dis-moi, pourquoi certaines choses captivent totalement notre attention, comme une pub qui clignote, par exemple un mystère de meurtre qui est fascinant, ou même juste une pomme qui tombe d'un arbre. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun ? Ah bah oui, bonne question, et elles ont toutes quelque chose en commun. Et la réponse, selon le psychologue George Loewenstein en tout cas, c'est qu'elles créent un vide d'information. En gros, la curiosité naît quand on réalise qu'il manque un bout du puzzle, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent une envie presque irrésistible de combler ce vide. Par exemple, dans un thriller, si on nous dit qu'il y a eu un meurtre, mais qu'on ne sait pas qui l'a commis, notre cerveau veut à tout prix découvrir la vérité. Donc, les vides d'informations, c'est ce qui nous pousserait à continuer à tourner les pages d'un bon livre, c'est ça ? Exactement, les histoires utilisent ces vides en permanence. Elles nous donnent un petit bout de l'intrigue, mais elles nous laissent surtout assez dans l'ombre pour qu'on veuille continuer à lire. Par contre, et c'est important, la curiosité ne peut pas exister dans le vide. Il faut un point de départ, il faut une base de connaissances. Par exemple, si on te parle d'un concert classique qui est incroyable, mais que tu n'y connais rien du tout en musique classique, ça va pas te faire d'effet du tout. Mais si on te dit que cette musique est dans ton film préféré et que le compositeur est né la même année que toi, par exemple, et ben là, tu vas d'un seul coup vouloir en savoir un petit peu plus. Ok, alors si je comprends bien, pour éveiller la curiosité, il faut une connexion entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas encore. Et dans le prochain chapitre, on va voir qu'il existe 2 types de curiosité, c'est bien ça ? C'est ça, oui, on va plonger dans ces 2 types de curiosité et tu verras qu'ils n'ont pas du tout les mêmes effets. Alors prépare-toi pour le prochain chapitre. Chapitre 2. Les 2 types de curiosité. Diversive et épistémique. Alors, est-ce que toute la curiosité se ressemble vraiment ? Ou bien est-ce qu'il y aurait donc plusieurs formes de curiosité qui agissent différemment dans nos vies ? Et comment ça marche ? Eh bien en fait, il existe 2 grands types de curiosité. La première, c'est la curiosité diversive. Celle-là, c'est comme une envie insatiable de nouveauté. Elle nous pousse à explorer ce qui brille, ce qui est excitant pour nous. Mais elle peut vite devenir superficielle et difficile à contrôler. C'est un peu comme passer des heures à faire défiler les réseaux sociaux sans but précis. Tu vois l'idée ? Ah bah oui, ça c'est un problème de société très actuel. On est plus ou moins tous déjà tombés dans ce piège. Mais l'autre type du coup, c'est quoi ? Eh bien l'autre type, c'est la curiosité épistémique. Là, on parle du désir profond d'apprendre et de comprendre des choses en profondeur. Par exemple, c'est ce qui motive quelqu'un comme Charles Darwin, qui a consacré des années à examiner une espèce de bernacle sous un microscope. C'est une curiosité qui demande du temps, de la discipline et de l'effort, mais elle peut mener à des découvertes qui sont vraiment très importantes. Donc en gros, la curiosité diversive, c'est celle qui nous distrait, alors que la curiosité épistémique, c'est celle qui nous pousse à creuser en profondeur un sujet. C'est ça exactement, mais attention, ces 2 types de curiosité ne s'opposent pas forcément.
Ces deux curiosités, elles peuvent être complémentaires en fait. Par exemple, la curiosité diversive peut donner une première accroche sur un sujet, mais pour vraiment progresser et apprendre en profondeur le sujet, il faudra basculer à un moment vers la curiosité épistémique. Dans le prochain chapitre, on va parler d'un truc qui est fascinant, c'est pourquoi on est tous nés avec une curiosité naturelle. Mais pourquoi, si on ne l'entretient pas, elle a tendance à s'éteindre avec l'âge. Chapitre 3. On est tous curieux, mais cette curiosité s'efface avec l'âge si on ne l'entretient pas. Alors, pourquoi les enfants semblent-ils débordants de curiosité? Ils posent des centaines de questions par jour, alors qu'en vieillissant, cette flamme finit par s'atténuer. Eh bien, c'est une vraie question. La curiosité, on l'a tous eue en nous dès la naissance. C'est presque instinctif en fait. Les enfants, par exemple, entre 3 et 5 ans, ils posent environ 300 questions par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette envie naturelle de tout découvrir, de découvrir tout ce qui leur est inconnu encore. Mais cette curiosité, elle peut disparaître et tout dépend en grande partie de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Donc en fait, c'est une curiosité qui apparaît vraiment très jeune, très tôt. C'est ça, regarde un bébé qui pointe du doigt quelque chose. S'il obtient une réaction des adultes autour de lui, eh ben, il va continuer, il va pointer d'autres choses. Mais si son geste est ignoré, il risque de se décourager. Et ça joue sur son développement. Les études montrent que les enfants dont les parents encouragent leur curiosité sont beaucoup plus aptes à apprendre plus tard. Mais en grandissant, beaucoup d'entre nous atteignent ce qu'on pourrait appeler un point de saturation. On pense qu'on sait déjà assez, on sait déjà tout ce qu'il faut savoir, et on arrête d'explorer. Le résultat, c'est que notre curiosité finit par s'éteindre peu à peu. Eh ben, c'est vrai que souvent, on se repose sur ce qu'on sait déjà, surtout quand c'est utile dans la vie de tous les jours, comme conduire ou gérer des situations qui sont courantes. Mais est-ce qu'on perd vraiment quelque chose de précieux quand on perd notre curiosité? Eh ben oui, vraiment, ce pilotage automatique, ça nous rend intellectuellement vraiment paresseux. On questionne plus ce qu'on croit savoir et ça nous donne un excès de confiance. Mais en fait, au fond, ça limite notre apprentissage. Dans le prochain chapitre, on va découvrir un des grands facteurs qui impacte cette curiosité aujourd'hui. Et c'est Internet. Et tu verras que Internet, ça a créé une vraie frontière entre ceux qui se cultivent, qui cultivent leur curiosité, et ceux qui la laissent s'éteindre. Chapitre 4. Internet a créé une fracture entre les curieux et les non-curieux. On dit souvent qu'Internet, c'est une vraie mine d'or pour apprendre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Eh ben, pas exactement pour tout le monde. En fait, Internet, c'est un peu une épée à double tranchant. D'un côté, ça permet d'apprendre facilement sur presque n'importe quel sujet, que ce soit la théorie de la relativité ou l'histoire de la France, par exemple. Mais de l'autre côté, il peut aussi nous absorber dans des heures de vidéos ou de contenus divertissants avec aucun but éducatif derrière, évidemment. Alors ça oui, c'est vrai, on peut facilement se laisser distraire. Mais qu'est-ce que ça change pour la curiosité chez les gens? Eh ben, une étude de Kaiser Foundation a révélé que les enfants passent en moyenne plus de 10 heures par jour sur des écrans. Et pourtant, la majorité de ce temps, il est consacré au divertissement et pas à l'apprentissage. Ça crée une division entre ceux qui utilisent Internet pour nourrir leur curiosité et ceux qui s'en servent uniquement pour se distraire. Ce fossé, il s'élargit, c'est-à-dire que les curieux deviennent de plus en plus curieux, tandis que les non-curieux s'enfoncent dans le divertissement. C'est un peu comme si Internet pouvait à la fois encourager et freiner l'envie d'apprendre. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets de cette fracture? Eh ben oui, les élèves avec une curiosité qui est épistémique donc, réussissent souvent bien mieux à l'école et dans leur carrière, parce qu'ils savent utiliser Internet pour creuser des sujets en profondeur. Par contre, ceux qui s'en tiennent au contenu purement divertissant, ils ne développent pas cet appétit pour le savoir. C'est un cercle vertueux pour les uns et c'est un cercle vicieux pour les autres. Donc en fait, tout dépend de comment on utilise Internet. Et c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, dans le prochain chapitre, on va parler d'un effet encore plus inquiétant. Comment Internet peut étouffer notre curiosité en rendant l'accès à l'information trop facile. Restez avec nous, ça va être très intéressant.
Chapitre 5. Internet étouffe notre curiosité et notre créativité en rendant l'information trop accessible. Alors, si l'accès instantané à l'information est si pratique, pourquoi est-ce que ça pourrait poser un problème ? Eh ben en fait, le fait que l'information soit disponible en un clic, ça veut pas dire qu'on apprend mieux. En réalité, ça peut même avoir l'effet inverse. Parce qu'on sait que la réponse, elle est toujours et elle sera toujours à portée de main. En fait, on ne fait pas l'effort de retenir ou de comprendre réellement ce qu'on apprend. C'est comme si on lisait une réponse rapide sur Google, puis on passait à autre chose, sans jamais vraiment s'en rappeler. Ah oui, alors c'est vrai que parfois, on cherche juste le minimum sans approfondir, mais en quoi ça affecte la curiosité en elle-même ? Eh bien, la curiosité naît des vides d'informations, comme on l'a déjà vu, de ces questions sans réponse qui nous poussent à chercher. Mais du coup, avec Google, ces vides, ils sont comblés instantanément. On trouve une réponse directement à n'importe quelle question. Et voilà, la curiosité, elle s'éteint directement quand on a la réponse. En plus, on perd l'occasion de tomber par hasard sur des sujets ou sur des idées nouvelles. En gros, l'accès instantané tue un peu la découverte. La créativité, elle repose sur le fait de relier différentes idées entre elles. Mais si on ne prend plus le temps d'explorer et de réfléchir en profondeur, notre base de connaissances, elle reste superficielle. Les grands innovateurs comme Steve Jobs avaient un large éventail de connaissances. Philosophie orientale, art du Bauhaus, business, qui leur permettait de créer quelque chose de vraiment original. Aujourd'hui, la technologie peut nous rendre vraiment paresseux intellectuellement. Ok, donc en fait, pour rester créatif et curieux, on doit juste essayer d'aller au-delà de la facilité qu'offre Internet. Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre ? Eh bien, on va se concentrer sur une autre chose qui est essentielle, c'est pourquoi il est crucial de ne jamais arrêter de poser des questions. Vous allez voir, c'est le cœur de la curiosité humaine. Chapitre 6. Ne cessez jamais de poser des questions. On pourrait se demander si on pose assez de questions au quotidien et aussi pourquoi ce serait si important d'en poser beaucoup. Eh bien, c'est des bonnes questions. Chaque réponse commence d'abord par poser une question. C'est grâce aux réponses qu'on découvre des informations clés. Mais attention, poser des questions, c'est une habilité qu'on doit cultiver car c'est pas vraiment inné pour tout le monde. Pourtant, ça peut littéralement transformer la manière dont on apprend et dont on interagit avec les autres. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'il y a des preuves que poser plus de questions, ça peut vraiment aider ? Ah bah oui, absolument. Une série d'études a montré que poser des questions a un effet contagieux. Par exemple, des enfants encouragés à poser des questions par leurs parents finissent par le faire beaucoup plus naturellement dans leur vie en général. Et c'est pas juste une question d'habitude, c'est un outil puissant pour mieux comprendre le monde et pour résoudre les problèmes. Mais pourquoi on perd souvent cette habitude en grandissant du coup ? Eh bien c'est simple, dans beaucoup de cas, les adultes pensent que poser des questions, ça les fera passer pour des ignorants, ou pire, pour des incompétents. Du coup, au lieu de demander, ils préfèrent essayer de deviner, ou même rester dans le doute. C'est un comportement qu'on voit même chez les élites, comme pendant la crise financière de 2008. Les banquiers, au lieu de questionner les risques énormes qu'ils prenaient, ont choisi d'ignorer les signaux d'alerte, et le résultat, ça a été un effondrement monumental du système économique. Ah oui, donc, dans ton exemple, poser les questions, c'est plus juste une question de curiosité, mais là, c'est carrément un moyen d'éviter des erreurs qui sont graves. Bah oui, c'est ça. Et si on veut s'améliorer, eh ben, il faut considérer les questions comme un outil précieux qu'on doit affûter avec le temps. Et ça commence par ne pas avoir peur d'avouer qu'on ne sait pas quelque chose. Dans le prochain chapitre, on va voir comment l'effort pour accumuler des connaissances peut nous rendre plus créatifs et plus curieux. Chapitre 7. Faites l'effort d'acquérir des connaissances. Ça vous rendra plus créatif et curieux. On a parfois l'impression que trop se concentrer sur les faits peut étouffer notre curiosité ou notre créativité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Pas du tout. En réalité, c'est tout l'inverse. Accumuler des connaissances, c'est une étape essentielle pour stimuler la créativité. Pourquoi ? Parce que la créativité, c'est souvent la capacité de connecter des idées ou des concepts qui paraissent au départ
totalement séparés. Tu veux dire que plus on en sait, plus on est capable de faire des liens qui sont inattendus? C'est ça, prenons un exemple. William Shakespeare, il a eu accès à une éducation où il a appris des bases solides en grec et en latin. Et il s'est inspiré des œuvres de philosophes comme Sénèque ou Cicéron. Grâce à ça, il a pu créer des pièces qui sont riches en thèmes et en contexte historique, comme Roméo et Juliette, qui se déroulent en Italie, ou encore ces pièces inspirées de l'histoire anglaise. Donc il n'a pas juste fait preuve de créativité, il a utilisé ses connaissances pour ancrer ses œuvres dans des contextes précis. C'est ça, plus on en sait sur un sujet, plus on se rend compte de ce qu'il nous reste à apprendre. Et ça attise notre curiosité. En revanche, les enfants, qui n'ont pas encore ce contexte, trouvent souvent l'apprentissage frustrant. Les bases doivent être construites avant que la curiosité ne puisse s'épanouir. Et est-ce qu'on risque pas de tomber dans un apprentissage qui serait un peu désordonné si on veut tout le savoir? C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur comment est-ce qu'on apprend, et pas seulement sur qu'est-ce qu'on apprend. L'organisation et la profondeur de nos apprentissages, ça joue un rôle clé dans notre développement. Dans le prochain chapitre, on va explorer un concept intriguant, c'est pourquoi le monde moderne exige qu'on soit à la fois des spécialistes et des généralistes. Chapitre 8. Le monde moderne exige que vous soyez à la fois des spécialistes et des généralistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on doit se concentrer sur une seule compétence ou bien est-ce qu'on peut en développer plusieurs? C'est une très bonne question. En fait, il y a deux approches pour accumuler des connaissances. Soit on devient un spécialiste en maîtrisant un ou deux domaines en profondeur, soit on devient un généraliste en touchant à plusieurs champs d'expertise. Et aujourd'hui, le monde demande souvent d'être les deux. Ça paraît très compliqué, non? Ah bah oui, mais c'est un peu nécessaire, surtout dans les métiers basés sur la connaissance, comme l'ingénierie ou la recherche. Cette idée, elle vient d'une vieille métaphore grecque, le hérisson et le renard. Le hérisson, il sait une seule chose très bien, il sait se défendre avec ses piquants. Tandis que le renard, il connaît beaucoup plus de choses, comment éviter les prédateurs, comment chasser et bien d'autres astuces. Dans le monde moderne, il faut savoir combiner ces deux approches. Ok, donc être le renard et le hérisson. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça en vrai? Prenons un exemple. Tu travailles dans la musique. Tu dois sûrement maîtriser la composition musicale à un très haut niveau. Tu as une compétence très forte, comme le hérisson. Mais aujourd'hui, il te faudra aussi comprendre les réseaux sociaux ou la production sonore, maîtriser donc plusieurs choses comme un renard pour parvenir à tes fins. Les linguistes, par exemple, doivent savoir analyser les données tout en ayant des notions de psychologie. C'est ce mélange qui fait vraiment la différence et une compétence complète. On peut prendre comme exemple Charles Darwin. Il était spécialisé en biologie, mais il a aussi étudié des sujets apparemment vraiment sans aucun lien, comme les cycles de vie des vers de terre ou les théories économiques de Thomas Malthus. Ce mélange d'idées l'a aidé à penser hors des sentiers battus et à développer sa théorie révolutionnaire de l'évolution. Donc on peut dire que jongler entre spécialisation et curiosité généraliste, c'est ça qui nous rend le plus performant. C'est ça. Et dans le prochain chapitre, on va voir comment tout peut devenir vraiment intéressant à condition d'avoir la bonne perspective. Chapitre 9. Tout peut devenir intéressant avec la bonne perspective. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on trouve certaines choses ennuyeuses et d'autres choses captivantes? Est-ce que c'est une question de sujet ou bien de regard qu'on porte dessus? Figure-toi qu'à Londres, depuis 2010, il existe un événement appelé la Boring Conference, qu'on peut traduire par la conférence ennuyeuse. Ça a l'air ennuyant, forcément, et pourtant pas du tout. Parce que des jeunes, ils partagent des présentations sur des sujets comme les lignes de bus, les sèche-mains électriques ou l'histoire des caisses automatiques, et devine quoi? Ils arrivent à captiver le public avec ces histoires. Alors, ok, mais du coup, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comment des sujets qui paraissent barbants peuvent devenir vraiment passionnants? C'est simple, ça dépend de la manière dont on les aborde. Par exemple, Andy Warhol disait qu'il trouvait les choses ennuyeuses fascinantes.
Il a transformé les objets du quotidien comme une boîte de soupe en plusieurs véritables œuvres d'art. Son idée, c'était que si on prête attention aux détails, même les choses les plus ordinaires peuvent devenir d'un seul coup vraiment remarquables. Donc, quand on s'ennuie, le problème vient plus de notre regard que du sujet lui-même en fait. C'est ça, on peut aussi prendre l'exemple d'Henry James, un écrivain, et à première vue, sa vie, elle semblait plutôt banale. Mais il a passé son existence à découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, transformant des anecdotes qui sont plutôt banales, racontées par ses amis, en vrais récits vivants qui sont devenus des classiques de la littérature. Donc le secret c'est de changer notre façon de voir le monde en fait, c'est ça. C'est ça, oui, on peut dire ça comme ça. Avec la bonne perspective, rien n'est jamais ennuyeux. On a juste à se poser les bonnes questions et à s'ouvrir à ce qui nous entoure. Et c'est une belle manière de conclure ce snap, sur une note pleine de curiosité et pleine d'inspiration. On va passer à la conclusion. On arrive au terme de ce snap inspiré par Curious de Ian Leslie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Tout d'abord que la curiosité, c'est une compétence précieuse, un peu comme un muscle cognitif qu'on doit constamment exercer et nourrir. Pour ça, il faut apprendre à poser des questions, il faut explorer des idées et il faut chercher à faire des connexions entre des sujets qui, à première vue, semblent totalement distincts. Ensuite, on a vu que accumuler des connaissances, c'est pas un frein à la créativité, mais au contraire, c'est une clé pour l'enrichir. Être curieux, c'est savoir jongler entre la spécialisation et une vision plus généraliste. Et il faut adopter la bonne perspective pour rendre tout sujet vraiment intéressant. En résumé, la curiosité, c'est la capacité de regarder le monde avec un esprit ouvert et une envie permanente de découvrir, d'apprendre et de grandir. Alors, si vous cultivez cet état d'esprit, vous serez non seulement plus créatif et plus épanoui, mais aussi mieux préparé à affronter les défis de la vie avec une perspective nouvelle. Merci pour ce résumé clair et inspirant et merci à vous qui avez suivi ce snap avec beaucoup d'attention. On espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau snap tout aussi passionnant. À très vite.